Bonjour. Des documents récemment dévoilés ont mis en lumière des communications pour le moins troublantes au sein du réseau de Jeffrey Epstein. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une facette particulièrement dérangeante de ces échanges, un projet qui tourne autour du transhumanisme et oui, du clonage humain. Des nouvelles du clonage? Voilà, c'est une question simple, 4 mots, presque banale si on n'y prête pas attention. Mais le contexte? Le contexte la rend absolument glaçante. Ce n'est pas une réplique tirée d'un film de science-fiction, mais bien d'un véritable email datant de 2014. Alors, pour vraiment saisir la portée de cette question, il faut savoir qui l'a posée et surtout à qui elle était destinée. C'est vraiment le point de départ de toute cette histoire. Commençons par le destinataire. La personne qui a reçu cet email n'est autre que le financier et délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Et c'est ce simple détail qui transforme une question en un indice extrêmement troublant. Et celui qui envoie le message? Ce n'est pas n'importe qui non plus. C'est le docteur Richard Merkin, un médecin milliardaire, une figure très puissante du monde de la santé aux États-Unis. On comprend donc tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une simple conversation en l'air, mais bien d'un échange sur un projet bien réel entre des hommes d'influence et sur un sujet profondément controversé. En fait, cet email, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il nous ouvre la porte sur un réseau bien plus vaste de scientifiques, et pas des moindres, qui gravitaient autour d'Epstein pour discuter de ce genre de sujet. Et regardez la liste des acteurs clés, c'est assez impressionnant. On y trouve des sommités comme George Church, l'un des généticiens les plus célèbres au monde, des pionniers de l'intelligence artificielle comme Marvin Minsky, bref, tout un tas de figures très influentes. Clairement, on n'a pas affaire à un petit groupe d'amateurs isolés. Et là, on a la preuve noir sur blanc. Dans cet email, c'est George Church lui-même, le pionnier de la technologie CRISPR, qui demande explicitement des fonds à Epstein pour un projet qui, selon ses propres termes, inclut le clonage de tissus humains adultes. C'est dit. Le point le plus crucial ici, c'est la date. 2011. Il faut bien retenir ça. Cette conversation a eu lieu 3 ans après la première condamnation d'Epstein pour crimes sexuels sur mineurs. Ce qui signifie que ses relations professionnelles et financières ont continué en toute connaissance de cause. Les documents qu'on a pu voir montrent que les discussions ne se sont pas arrêtées au financement. Non, il semblerait bien qu'elles se soient concrétisées par un projet bien réel, un projet opérationnel, loin des regards indiscrets. Et voici peut-être l'élément le plus explosif de tous. Cet email du biohacker Brian Bishop à Epstein en 2018. Il y mentionne très clairement notre laboratoire à l'étranger. Et il rapporte des résultats d'expérience sur des souris, tout en parlant d'une nouvelle technique de modification d'embryons. Le timing, ici, est juste stupéfiant. Le jour même, le 26 novembre 2018, où éclate le scandale mondial des bébés génétiquement modifiés du chercheur chinois He Jiankui, ce jour-là, Bishop écrit à Epstein pour critiquer la méthode chinoise et, en même temps, vanter les avancées de leur propre projet. Le réseau d'Epstein opérait donc en parallèle, dans l'ombre. Juste pour qu'on soit bien clair sur ce dont il s'agit, la modification germinale, ce n'est vraiment pas anodin. Ça consiste à modifier l'ADN de telle manière que les changements soient transmis de génération en génération. C'est pour beaucoup l'une des lignes rouges éthiques absolues de la génétique moderne. Mais l'ambition de ce groupe ne semblait pas s'arrêter là, ni au clonage, ni à la modification de bébés. D'autres documents pointent vers un objectif transhumaniste encore plus extrême. La différence ici est fondamentale. Les discussions ne portaient pas vraiment sur le clonage tel qu'on l'imagine avec des embryons. Non. L'idée, c'était de développer une sorte de copie moléculaire directe d'un adulte, cerveau et corps inclus. Une façon peut-être de contourner toutes les lois et les débats éthiques qui entourent l'utilisation d'embryons. Cette petite phrase, tirée d'un des documents échangés, est particulièrement révélatrice. L'utilisation du « je ». Si je copie mon cerveau, ça suggère que le projet n'était pas juste une idée en air. Ils envisageaient concrètement de se copier eux-mêmes, les membres du réseau, pour créer une nouvelle forme d'existence qu'ils qualifient d'hybride. Mais comment on en arrive à justifier de telles recherches? Un email de 2016 nous donne une piste. C'est une sorte de manifeste qui semble fournir le cadre philosophique, la justification intellectuelle de tout ce travail controversé. Ce manifeste propose, ni plus ni moins, d'explorer volontairement des sujets qui sont considérés comme des tabous par la science conventionnelle et par la société en général. Le document liste plusieurs catégories. Ça va des choses trop horribles à contempler à celles qui nous mettent mal à l'aise, en passant par celles qui sont en dehors de la fenêtre d'Overton, c'est-à-dire les idées jugées acceptables dans le débat public. On sent une vraie volonté de dynamiter toutes les conventions.
Mais c'est la toute dernière catégorie qui nous ramène directement à notre sujet. Dans la case « choses relativement inoffensives mais interdites », on trouve quoi? Explicitement, la modification germinale et le clonage. Voilà, la boucle est bouclée. Les projets du réseau d'Epstein collaient parfaitement à cet agenda de transgression des tabous scientifiques. Tous ces emails, ça dessine les contours d'un projet absolument stupéfiant. Mais le problème, c'est que s'ils révèlent bien le plan et les acteurs, ils ne nous disent pas jusqu'où tout ça est allé. Les questions qui restent en suspens sont nombreuses et elles sont graves. On ne sait pas combien d'argent Epstein a vraiment investi. On ne sait pas ce que ce fameux laboratoire à l'étranger a pu produire, si même il a produit quelque chose. Et puis il y a la question qui fâche. Comment des institutions aussi prestigieuses ont-elles pu laisser leurs chercheurs de premier plan s'associer à de tels projets avec un criminel condamné? Au final, ces documents ne donnent aucune conclusion. Au contraire, ils ouvrent une porte sur des ambitions qui dépassent l'entendement. La vraie question, ce n'est donc pas seulement de savoir ce qu'ils ont fait par le passé, mais bien où en sont ces recherches aujourd'hui. Et peut-être, par qui sont-elles poursuivies?